Bonjour Denis Charby. Bonjour. Un des aspects assez importants que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui de l'armée. L'armée représente un sérieux risque pour le Premier ministre. On parle d'une crainte d'insubordination si j'ai un nombre important de réservistes. Selon un article signé à la mi-juillet par le correspondant militaire du Times of Israel, 4000 réservistes ont adressé aux autorités des lettres menaçant de ne plus servir si la réforme était définitivement adoptée. Ce mardi aussi, des vétérans d'un groupe prénommé Frères d'Armes ont formé une chaîne humaine bloquant la principale entrée du quartier général de l'armée. C'est un risque très sérieux pour Israël. L'est-il toutefois assez sérieux pour faire reculer Benyamin Netanyahou? Alors oui, c'est un risque très sérieux puisque, comme vous l'avez précisé, l'armée israélienne est composée d'une part des soldats du contingent, et là, il est très important de préciser qu'il n'y a absolument aucune insubordination de qui que ce soit qui fait actuellement son service militaire. Il y a également des militaires de carrière, dont c'est le métier, l'armée de métier, et là aussi, c'est important de préciser qu'il n'y a à ce jour aucune insubordination de qui que ce soit qui fait un service militaire d'actif, donc comme militaire de carrière. En revanche, comme vous l'avez également bien décrit, l'armée repose également sur des réservistes, c'est-à-dire des gens qui, comme vous et moi, sont des civils et qui, en cas de guerre, sont mobilisés et qui, en fonction de leurs compétences, peuvent être plus souvent ou moins souvent appelés pour effectuer leur période de réserve. Or, il est un domaine qui est celui de l'armée de l'air, dans lequel, même s'il y a un très grand nombre d'aviateurs militaires de carrière, il n'est pas suffisant pour assurer, garantir la supériorité aérienne d'Israël. Pour cela, elle a besoin de ces réservistes, qui plus est, comme il s'agit d'une compétence extrêmement, je dirais, particulière, singulière, d'être pilote, pilote de chasse, etc., cette activité-là requiert de leur part d'être non seulement réservistes, mais volontaires. C'est-à-dire qu'ils décident d'eux-mêmes de renoncer à des jours de travail pour pouvoir garantir leurs compétences, parce que ça demande de l'entraînement à raison d'une fois par semaine. Et il est vrai que parmi ces réservistes, donc des gens qui ne sont plus militaires de carrière, mais qui font partie du service de l'armée de l'air en cas d'urgence, eh bien, c'est vrai qu'ils ont annoncé non pas qu'ils refusaient de servir, et là aussi, la nuance est très importante, les mots comptent. Ils ne déclarent pas refuser de servir, ils déclarent que si la législation est votée en ce cas, ils mettront à exécution leur décision de ne pas se présenter comme réservistes, puisque c'est à ce titre qu'ils sont appelés. Et là, ça compte parce que, à la différence de l'armée de mer ou l'armée de terre ou les blindés, etc., là, le rôle des réservistes est beaucoup plus sérieux. Alors, il faut bien comprendre également que personne ne doute que si demain matin, il y a une opération militaire, bien évidemment qu'ils se présenteront tous s'il y a effectivement une confrontation militaire avec un pays ennemi. Mais pour ce qui est de leur formation ou de leur préparation, ils indiquent que si la loi passe désormais en leur âme et conscience, eh bien ils ne se présenteront pas. Ils le font pour, bien entendu, pousser les autorités politiques, donc Benyamin Netanyahou, à revenir sur sa décision, comme il l'a fait au mois de mars dernier. Au mois de mars dernier, on avait le même scénario, une loi qui allait être votée en deuxième et troisième lecture, et quand il y a eu ces pressions-là, eh bien, il a reculé en disant il y a un risque pour la sécurité d'Israël, mais il y a également le peuple. Tout le peuple n'est pas composé de pilotes d'avion. Ils sont composés de gens comme vous et moi qui travaillent, etc., qui constituent les forces vives du pays, mais il semble-t-il, vraisemblablement, si Netanyahou bouge, ce sera à cause de cette menace dont l'a averti le ministre de la Défense, en disant attention, qu'on ait quelques milliers de personnes qui mettent à exécution leur décision de ne pas se présenter pour un entraînement, risquerait d'avoir à terme des conséquences sur la capacité israélienne. Est-ce que ça va jouer sur Netanyahou ? Écoutez, actuellement la réponse est non, pour une raison très simple, c'est qu'il est hospitalisé.
Il a eu un deuxième problème cardiaque, l'un la semaine dernière et un deuxième ce matin. Actuellement, il est à l'hôpital, donc je pense que, voilà, il doit être protégé, préservé, parce que voilà, ses jours ne sont pas en danger, hein, mais le fait est que dans une période comme celle-là, oui, sans doute que son entourage doit filtrer quel appel il reçoit, quel appel il ne reçoit pas, compte tenu de sa santé. Le fait est que jusqu'à la veille, il semblait être déterminé à aller jusqu'au bout, et jusqu'au bout, donc c'est avec le vote en deuxième et troisième lecture de ce projet de loi qui vise à restreindre considérablement la latitude et la capacité de la Cour suprême d'annuler des décisions du gouvernement. Vous avez évoqué également l'état de santé du Premier ministre Benyamin Netanyahou. On y reviendra à la fin de cet entretien. J'aimerais aborder avant ça un autre aspect également important, c'est le soutien américain à cette réforme, ou le non-soutien. En effet, mercredi 19 juillet, au cours d'un coup de fil au Premier ministre Benyamin Netanyahou, le président américain Joe Biden a mis en garde: ne votez rien de si important sans un large consensus, ou vous allez briser quelque chose de la démocratie israélienne et des relations entre vous et la démocratie américaine qui peut-être ne pourra plus jamais être réparé. Pour la première fois, un hôte de la Maison-Blanche met l'alliance israélo-américaine sous condition. Quel commentaire vous apportez à ça ? Les relations israélo-américaines sont fondées bien sûr sur un intérêt stratégique évident, la stabilité d'Israël, la capacité militaire qu'elle a, l'influence régionale qu'elle a, mais également, dit Biden, et tout le monde le savait depuis des lustres, que ça repose aussi sur des valeurs communes. Et ces valeurs communes, c'est que le régime politique est un régime démocratique. Il a là, comme vous l'avez dit, il a annoncé ce qu'on appelle une réévaluation, un reassessment. Nous allons réévaluer nos relations si effectivement Israël change de régime, si elle devient non plus un régime démocratique, mais une seule démocratie électorale, où bien sûr, il y aura toujours des élections libres, mais avec un régime où il n'y a plus de contrôle par la Cour suprême, par la Chambre, etc. Une dernière question pour finir. L'état de santé donc du Premier ministre israélien a fait couler de l'encre. Un pacemaker lui a été posé à cause de problèmes cardiaques dont il souffrait. Son état de santé peut évidemment être un frein à l'exercice de ses fonctions. Est-ce que ça peut également en être un pour mener cette réforme à terme? Et ce sera le fruit de notre conclusion. Écoutez, Netanyahou ne cesse de dire que de toute la réforme présentée au début du mois de janvier 2023, il ne restera que deux aspects sur lesquels il entend légiférer. Le premier, c'est cette idée que désormais la Cour suprême ne pourra plus annuler une décision jugée irraisonnable prise par le gouvernement ou quelque autorité publique que ce soit. Et la deuxième réforme qu'il veut faire passer à l'automne, c'est celle sur la composition, la modification de la commission chargée de recruter les juges. Il veut mettre plus de politique et non pas un équilibre entre politique et professionnel. Il jure par tous ses grands dieux qu'il s'arrêtera là, mais pour les Israéliens, ces deux réformes-là, et même l'une d'entre elles, c'est déjà suffisant pour opérer un tournant et faire qu'Israël ne soit plus la démocratie telle qu'elle était depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci encore, Denis Charby, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup.